L'entrevue structurée, tel est notre sujet pour aujourd'hui. Je vous invite à suivre cette vidéo du commencement jusqu'à la fin et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que dans le cadre de cette formation, vous allez apprendre ce que l'on appelle les valeurs fondamentales de la dotation, les valeurs directives de la dotation, les caractéristiques des entrevues et finalement les avantages des entrevues structurées pour les employeurs. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis super excitée, super contente et je vous remercie d'être parmi mes fidèles abonnés, mes fidèles fans. Vous ne pouvez imaginer combien de joie que vous m'apportez. Et à chaque fois que je suis ici pour faire une formation, pour présenter une vidéo, c'est avec beaucoup de joie, de fierté et de gaieté de cœur. Entrevue structurée. Donc, c'est ça. La dernière fois, nous avons touché l'entrevue structurée un petit peu, mais aujourd'hui, nous allons l'approfondir. Mais avant d'aller plus loin, je vais devoir définir pour vous ce que c'est une entrevue. Parce que je ne peux pas m'amuser à parler d'entrevue sans vous dire ce que c'est une entrevue. Une entrevue, ce n'est autre qu'une rencontre entre un jury composé de 2 ou de plusieurs personnes et un postulant, qui souhaite être nommé à un poste. C'est ça qu'on appelle entrevue. Donc, de manière générale, c'est comme ça qu'on peut définir l'entrevue. Mais aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans l'entrevue structurée, il faudrait se demander pourquoi, en plus de l'entrevue, on ajoute derrière l'adjectif ou bien l'adverbe structuré. C'est parce que une entrevue structurée, consiste en une série de questions liées au poste uniformément posées à l'ensemble des postulants et assujetties à des règles d'évaluation systématique. Donc, c'est pourquoi on l'appelle structuré, excusez-moi. Dès qu'on parle de structuré, cela veut dire que l'ensemble des questions vont être posées à l'ensemble des postulants. S'il y a 20 étudiants, les 20 étudiants auront les mêmes questions. S'il y a 50 étudiants, 100 étudiants, 80 étudiants, les mêmes questions vont être posées par le jury à l'ensemble des postulants. C'est ça. L'entrevue structurée est aussi appelée entrevue axée sur les qualifications. Pourquoi on l'appelle entrevue axée sur les qualifications? C'est parce que l'entrevue structurée est une méthode d'évaluation des postulants dans le cadre de la dotation ou processus de recrutement qui permet d'évaluer les qualifications essentielles et les qualifications constituant un atout pour un postulant. Donc, si vous entendez qu'on parle de entrevue axée sur la qualification, donc ce n'est autre que l'entrevue structurée. Parce que c'est ça qu'on cherche à mesurer, c'est la synergie, la synchronisation entre la qualification du postulant et le poste désiré. OK? Cette méthode d'évaluation qu'on appelle entrevue structurée permet non seulement de rapprocher les qualifications des étudiants, c'est-à-dire rapprocher l'exigence du poste et les qualifications des étudiants, mais cette méthode permet aussi d'évaluer ce que l'on appelle les valeurs
fondamental de respecter ce que l'on appelle les valeurs fondamentales de la dotation. Mes amours, les valeurs, retenez ça, les valeurs fondamentales de la dotation. Je veux que à partir d'aujourd'hui, dès qu'on vous parle de valeurs fondamentales de la dotation, vous devriez être en mesure de savoir ce que c'est. Voilà. Dès qu'on parle de valeurs fondamentales de la dotation, la première valeur fondamentale de la dotation, c'est ce que l'on appelle le mérite. OK? Valeur fondamentale de la dotation, c'est le mérite. Le mérite. Donc, dès qu'on parle de mérite, qu'est-ce que cela veut dire? Le mérite signifie que, OK? Et c'est le fait de respecter de se rassurer que le postulant retenu satisfait aux qualifications essentielles du poste. Oui, c'est le mérite, c'est-à-dire la candidature qui est retenue, la personne qui est embauchée, OK, et ses qualifications respectent les exigences, les qualifications du poste. Donc, on parle de mérite. OK? C'est très important. C'est très important. Donc, ça veut dire que les qualifications du postulant respectent ce principe, OK, qui s'appelle right person and the right place at the right time. Right time, OK? Quand on parle de mérite, je reprends, cela veut dire que le postulant, la candidature qui est retenue respecte les exigences du poste, les qualifications du poste. On appelle ça right person in the right place at the right time. Ça, c'est ce qu'on appelle le mérite. C'est la valeur fondamentale numéro 1 d'un processus de recrutement. La valeur fondamentale, la deuxième valeur fondamentale de la dotation, c'est ce qu'on appelle l'impartialité. L'impartialité qui est le choix du candidat, OK? L'impartialité qui est le choix du candidat sans tenir compte d'aucun motif. Donc, quand vous entendez parler de la deuxième valeur fondamentale de la dotation qui est ce qu'on appelle l'impartialité, c'est le fait d'associer à la personne retenue, c'est-à-dire de recruter, de respecter cette valeur fondamentale de la dotation que l'on appelle l'impartialité, qui veut que la personne que l'on doit retenir dans le cadre d'un processus de dotation doit être retenue sans tenir compte de certains motifs qui sont race, peau, origine, etc. C'est-à-dire, quand on parle de l'impartialité, c'est ce que l'on appelle d'éviter toutes les règles de discrimination. C'est-à-dire, on ne peut pas refuser un poste à une personne parce qu'il est noir. On ne peut pas refuser un poste à une personne parce qu'il est blanc. On ne peut pas refuser une poste à une personne en fonction de son origine ethnique. On ne peut pas refuser une poste à une personne parce qu'il est enceinte. On ne peut pas refuser un poste à une personne parce qu'il est célibataire. On ne peut pas refuser un poste à une personne parce qu'il est âgé. On ne peut pas refuser un poste à une personne qui respecte toutes les qualifications du poste parce qu'il est handicapé. Donc, ça, c'est le deuxième règle fondamentale de la dotation ou bien du processus de recrutement que l'on appelle l'impartialité. L'impartialité. Donc, si vous êtes à peine branché sur ma chaîne,
Je vous souhaite bienvenue et je vous remercie d'être là et je vous assure que ici, sur cette chaîne-là, vous allez avoir de très bons contenus pour vous préparer non seulement à être un responsable dans votre entreprise, à maîtriser le principe de recrutement, mais aussi à être en mesure de passer valablement les entrevues de recrutement. Et je dois rappeler pour vous qui êtes nouveaux sur la chaîne que cette formation-là, cette série-là que je suis en train de donner, si vous suivez l'ensemble des vidéos, vous allez être en mesure de travailler comme généraliste en ressources humaines ou du moins comme agent de recrutement, agent de dotation. Donc, il faudrait vous outiller sur cette chaîne parce qu'il y a de très bons contenus. Donc, nous étions en train de parler de valeurs fondamentales de la dotation. Maintenant, nous sommes dans les valeurs directrices de la dotation. Valeurs directrices de la dotation. Les valeurs fondamentales de la dotation, nous venons de voir que c'est le mérite et l'impartialité. Le mérite, signifie que il faudrait que l'on donne le poste à la personne qui a la qualification pour le poste. L'impartialité exige à ce que aucun motif ne peut empêcher à une personne, pourvu qu'elle a la qualification nécessaire, de bénéficier d'être nommée à un poste à la suite d'un processus de recrutement. Donc, on doit respecter tout ça dans un processus de recrutement. Maintenant, nous avons les valeurs directrices. Quelles sont les valeurs directrices de la dotation? C'est ça que vous allez apprendre là tout de suite. Les valeurs directrices de la dotation. La première valeur directrice de la dotation, c'est l'accessibilité. OK? L'accessibilité. L'accessibilité demande et exige la prise en compte des personnes à mobilité réduite ou avec un handicap. OK? C'est ça qu'on appelle valeur, c'est valeur qui est liée à l'accessibilité. Ça veut dire que si vous êtes directeur d'entreprise, si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes responsable des ressources humaines à l'intérieur d'une institution, si une personne est à mobilité réduite et pourvu qu'elle soit qualifiée pour le poste, cela ne doit pas être une raison pour ne pas confier le poste à la personne pourvu qu'elle a la qualification requise. C'est-à-dire, même si la personne manque un pied, un bras, ou bien la personne a des difficultés techniques, la personne est sur une chaise roulante. Donc, si la personne est qualifiée pour le poste, ce ne sont pas des raisons pour empêcher à la personne de bénéficier de l'emploi en prétendant que il ne peut pas marcher pour entrer à l'entreprise. Donc, l'accessibilité veut que si à l'intérieur de chaque institution, il faudrait qu'il y ait un espace où une personne en chaise roulante doit être en mesure d'entrer dans l'espace. Donc, ça s'appelle planification à l'accessibilité. C'est-à-dire, quelle que soit la condition de la personne, elle doit être en mesure de rentrer à l'intérieur du bureau pour passer l'entrevue, et non seulement de passer l'entrevue, mais aussi de bénéficier du poste si ses qualifications respectent les exigences du poste. Donc, c'est le premier valeur directrice de la dotation, c'est l'accessibilité. C'est l'accessibilité. C'est très, très, très important. Donc, cela exige à ce que l'on crée un environnement facilitant la participation de tous à l'entrevue. Donc, je reprends. Il faut créer au sein de votre entreprise, OK, un environnement qui facilite l'accès à toutes les personnes qualifiées pour le poste sans tenir compte de leur incapacité, de leur mobilité réduite. Ça, c'est l'accessibilité. La deuxième valeur
directrice de la dotation. Donc, c'est ce que l'on appelle la justice. Mais avant de parler de la justice, je dois vous dire aussi que je dois ajouter pour vous, par exemple, quant à l'accessibilité, ici au Canada, par exemple, il y a des lois qui sont votées, des lois que les employeurs, qui exigent aux employeurs de créer des bonnes conditions de travail pour les personnes à mobilité réduite, et les lois exigent à ce que l'on ne doit baser sur aucun restriction, aucun motif pour empêcher à une personne d'être en mesure de travailler. Tout le monde a le droit de travail. Donc, il y a des lois même. Il y a aussi la loi de la justice, donc c'est-à-dire, je viens de parler premièrement de l'accessibilité qui est la première valeur directrice de la dotation. Donc, la deuxième valeur, c'est la justice. Et que dit la justice par rapport à la dotation? Les lois et les normes du travail sont établies pour donner de bonnes directives aux dirigeants, employeurs et employés en milieu de travail. Donc, c'est ça la justice. Donc, les lois représentent les yeux de la justice, ok? La loi représente les yeux de la justice. Quand les principes et règles de droit sont violés, les professionnels doivent se référer aux lois relatives pour porter plainte, pour aller dans la justice, ok? C'est ce que l'on appelle la justice. Donc, quand on parle de la justice, ok, quand on parle de la justice, interviennent pour faire respecter les droits de la personne en matière de travail et même dans les processus de dotation. Ok? J'ai bien dit, la justice, pourquoi on parle de justice dans un processus de dotation? C'est parce que même dans un processus de dotation, il est interdit d'être discriminant. Donc, si que dans le cadre de processus de dotation, tu estimes que tu as été à l'entrevue, tu as bien passé ton entrevue, tu as répondu correctement à toutes les questions et vous avez des doutes par rapport au fait qu'on vous a refusé le poste parce que éventuellement vous avez un handicap, ok, physique ou mental, ok, ou psychologique. Là, vous avez le droit de porter plainte parce que la loi interdit la discrimination. La justice est là pour sévir contre tout employeur, contre tout recruteur, contre tout responsable de recrutement qui ose causer des préjudices à des postulants lors de processus de recrutement ou d'une dotation. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que je suis en train là de parler aux postulants, mais aussi aux employeurs, recruteurs et professionnels de la gestion des ressources humaines. Dans un processus de recrutement, il faut respecter la justice, il faut tenir compte de la justice. Donc, il ne faut pas faire de la justice, mes amis, dans le cadre d'un processus de dotation, encore plus à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Et puis ensuite, maintenant, et la troisième valeur directrice de la dotation est la représentativité. La représentativité. Mais c'est quoi la représentativité? On parle de la représentativité, c'est surtout dans les institutions qui ont des syndicats, les institutions syndiquées. Dès qu'on parle de représentativité, cela veut dire que cette entreprise-là, elle est syndiquée. Donc, l'employé a le droit de se faire représenter. OK? L'employé a le droit de se faire représenter.
Donc, dans une entreprise où il y a un syndicat, donc si dans un processus de recrutement, on constate des abus, donc il y a des représentants, des responsables syndicats qui sont chargés d'aller défendre le cas. C'est ça, oui, la représentativité, ok? La représentativité syndicale est la capacité, ok, pour les organisations syndicales de salariés de parler au nom de ces derniers. La représentativité, ça veut dire que quand vous allez postuler pour un emploi, il faut demander est-ce que l'institution est syndiquée? Et si l'institution est syndiquée, donc il faudrait que vous preniez connaissance, demande à prendre connaissance de ce que l'on appelle, ok, de ce qu'on appelle les principes directifs du syndicat. C'est un grand document, ok? Il y a un grand document où sont consignés l'ensemble des articles qui est lié à la responsabilité des employés, à la responsabilité de l'employeur et à la responsabilité des employés et des employeurs et à la responsabilité du représentant syndical. Donc, droit de représentativité, valeur directrice de la dotation. La quatrième, si je ne me trompe pas, valeur directrice de la dotation, c'est la transparence. La transparence. La transparence est indispensable dans la dotation et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que elle nécessite de prise de décision respectant les intérêts des parties prenantes tels que l'on soit libre de démontrer et de partager les résultats finaux. C'est ce qu'on appelle la transparence. La transparence est très, très importante dans un processus de dotation. Et je vais vous dire pourquoi la transparence est indispensable. C'est parce que si le processus de dotation n'aurait pas respecté la transparence, si au bout du fil, il y a des postulants qui auraient intervenu pour dire qu'ils ont été discriminés, ils n'ont pas été traités au mérite dans le processus de dotation, donc les responsables du recrutement, c'est-à-dire les recruteurs, le jury, ne sera pas en mesure de se défendre. C'est la transparence qui va montrer que dans le processus de cette entrevue-là, qui est l'entrevue structurée, j'avais posé les mêmes questions à tous les postulants. C'est pour cela il y a une chose que l'on fait, surtout dans les grandes institutions, mais il y a des PME qui le font aussi. Dans le cadre des entrevues, on va vous dire que, madame, prière de faire attention, je dois vous informer que cette entrevue-là, ce processus d'entrevue va être enregistré. Donc, on fait des enregistrements audio et des enregistrements vidéo pour se rassurer qu'on a tous les données du recrutement pour se rassurer en cas de litige qu'on a les données pour se défendre. C'est très important. Donc, la transparence, elle cible des parties prenantes selon leur intérêt afin de montrer que les décideurs agissent d'une façon responsable, d'une façon socialement, économiquement, environnementalement, vraiment normale, respectant les règles de la justice de mérite, etc. Donc, c'est ça que la transparence fait. Et il y a 3 grands piliers dans la transparence. 3 grands piliers. C'est ça. Donc, les 3 grands piliers du développement durable. Donc, ils doivent être respectés dans tout processus de recrutement. Est-ce que vous savez les 3 grands piliers du développement durable? Eh bien, c'est l'accessibilité, la justice, la représentativité, la transparence, disons les 4. C'est-à-dire les valeurs fondamentales de la dotation
sont la base du développement durable. Donc, quand on parle de base du développement durable au niveau de la dotation, c'est autre que l'accessibilité, tout le monde, un environnement qui donne à tout le monde sa place, quelles que soient ses conditions physiques, mentales, psychologiques. Donc, pourvu que la personne soit qualifiée, il a le droit de participer au recrutement et si sa qualification répond, on doit lui donner le poste. Il y a la justice qui met en place des lois, des règles pour les parties prenantes afin de traiter les conflits en cas de litige. Il y a également la représentativité dans les institutions syndicales. Les employés ont droit de se faire représenter. Et puis finalement, il y a la transparence, ça veut dire tout doit se faire dans l'intérêt de tout un chacun. Donc, on doit respecter les principes de droit, on doit être transparent, on doit traiter tout le monde à égal. À égal, il faut pas être discriminant. Donc, la transparence, donc il faudrait que l'on soit en mesure de se défendre. Si le processus de recrutement est transparent, à ce moment-là, donc s'il y a des difficultés, on va retracer le processus pour prouver, dans le cas de transfert devant la justice, que tout était fait selon les règles du droit. Donc, les valeurs fondamentales et les valeurs directrices de la dotation a pour rôle de mesurer efficacement les qualifications essentielles et autres critères de mérite tels que les exigences du poste l'obligent. Donc, si je dois récapituler, nous venons de voir les valeurs fondamentales de la dotation qui sont premièrement mérite. Nous avons parlé de mérite dans les valeurs et l'accessibilité. Et puis, nous avons parlé des valeurs directrices, ok? Donc, en gros, c'est ça. Donc, on peut toujours, si vous voulez vous rafraîchir le mémoire sur ces points-là, vous n'avez qu'à revoir au fur et à mesure la vidéo. Donc, c'est très important. Donc, ces valeurs-là sont les bases d'un processus d'entrevue structuré. Donc, tout cela doit être respecté dans l'entrevue structurée. OK? Tout cela doit être respecté. Donc, on parle aussi de mérites tels que les exigences et opérationnelles et les besoins organisationnels, donc présents ou futurs. Donc, tout cela permet de respecter l'ensemble des mérites, l'ensemble des valeurs organisationnelles, que ce soit présent et que ce soit futur. Donc, elle est très recommandée d'utiliser l'entrevue structurée comme méthode par excellence pour évaluer les postulants pour toutes les catégories de postes, ok? Quelle que soit la catégorie de poste, il est très conseillé d'utiliser l'entrevue structurée. Mais on reconnaît que l'entrevue structurée est indispensable, est encore plus indispensable au poste dont le titulaire doit détenir certaines compétences managériales très pertinentes, très pointues. OK? Très pointues. Donc, à ce niveau, donc il faut, bien que l'on exige que l'entrevue structurée soit utilisée et recommandée pour tout type de poste, mais quand vous voulez recruter des personnes pour des postes nécessitant des compétences de gestion, d'évaluation, d'accompagnement, où la personne participera dans la prise de décision de l'entreprise, où la personne aura des subordonnés à sa charge. Donc, on recommande, on exige même, il est même
indispensable d'utiliser l'entrevue structurée. Et à ce niveau, on va parler de 3 concepts indispensables dans l'entrevue structurée. Premièrement, c'est quelque chose que j'ai souvent dit, mais je vais devoir les reprendre. C'est ce que il faut être premièrement star dans votre domaine. Parce que pour pouvoir passer l'entrevue structurée, il faut être star dans votre domaine. Deuxièmement, il faut détenir la compétence pertinente. OK? N'oublie pas, dès que je parle de compétences pertinentes, je vois 2 choses. Premièrement, le candidat à la formation exigée par le poste. Et deuxièmement, le postulant a l'expérience dans son domaine pour le poste. C'est ça qu'on appelle compétence pertinente. Et troisièmement, ces 3 concepts-là, c'est-à-dire dès que vous voulez recruter une personne pour un poste managérial et que vous êtes dans le cadre d'une entrevue structurée, il faut premièrement chercher les personnes qui sont stars dans leur domaine. Il faut chercher les personnes qui possèdent les compétences pertinentes pour le poste. Et puis, troisièmement, il faut chercher les personnes qui sont de haute potentialité. Donc, je ne vais jamais cesser de venir avec ces concepts-là parce que on ne peut pas construire une entreprise sans avoir ce niveau de pertinence, sans avoir des talents, des compétences, des personnes qui détiennent ces compétences-là. Star dans son domaine, il maîtrise son domaine, compétences pertinentes, haute potentialité. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi la haute potentialité. C'est parce que c'est la haute potentialité qui va vous permettre de créer, de donner à l'entreprise les leaders du futur. Et nous avons dit que la haute potentialité, c'est des personnes qui sont susceptibles de bénéficier du développement professionnel. Ça veut dire que si vous êtes très compétent dans votre poste et vous n'êtes pas en mesure d'apprendre, de recevoir des formations de perfectionnement, parce que n'oubliez pas que l'entreprise, il va piger dans ses employés du bas niveau pour créer ses leaders de demain. Donc, vous devriez être en mesure de recevoir des formations de perfectionnement pour que vous puissiez être parmi les dirigeants futurs de votre organisation, mes amours. C'est indispensable. C'est très indispensable. Très, très indispensable. Donc, c'est ça. Donc, ça dans votre domaine, compétences pertinentes, haute potentialité, ce sont les 3 valeurs que doit posséder, les 3 compétences, c'est-à-dire c'est ces niveaux-là, c'est ces concepts-là que l'on cherche dans une personne que l'on recrute pour un poste managérial, un poste de gestion, un poste de dirigeant, un poste de chef. OK? Donc, puisque nous sommes en train de parler d'entrevue structurée, il faut reconnaître qu'une entrevue peut présenter 2 caractéristiques. Si l'on parle d'un côté d'entrevues structurées, il y a également les entrevues non structurées. OK? Donc, non seulement il y a l'entrevue structurée, il y a aussi l'entrevue non structurée. Donc, qu'est-ce qui est caractérisé une entrevue non structurée? Et qu'est-ce qui fait la différence en entrevue structurée et une entrevue non structurée? C'est que dans l'entrevue structurée, une définition approfondie des exigences du poste sont données. OK? Dans l'entrevue structurée, une définition approfondie
approfondies des exigences du poste sont recherchées. OK? Deuxièmement, tous les postulants répondent aux mêmes questions et ce, dans le même ordre. C'est ça qu'on appelle entrevue structurée. Et puis, troisièmement, les questions sont liées à l'emploi et axées sur les qualifications. Quatrièmement, les personnes sont cotées de façon systématique. C'est-à-dire, c'est en fonction d'une méthode, en fonction des procédés, en fonction d'un cadre déterminé à l'avance. C'est pourquoi on parle de systématique. C'est-à-dire, chaque personne que l'on va rencontrer, on sait déjà par où l'on va commencer avec l'entrevue et où l'on va finir. C'est pourquoi on parle de planification systématique du processus de l'entrevue. Et puis, cinquièmement, les membres du jury de sélection sont formés sur la façon de conduire l'entrevue. OK? C'est-à-dire, c'est ça qui fait la force de l'entrevue structurée. Donc, non seulement toutes les personnes ont les mêmes questions, les questions sont planifiées d'avance. Deuxièmement, une méthode est suivie de manière systématique, c'est-à-dire, tout est planifié, on sait où l'on va commencer et où l'on va finir. Et puis, finalement, donc, les membres du jury sont formés pour conduire l'entrevue structurée. Donc, l'entrevue non structurée, je dirais que c'est presque le contraire. Il n'y a aucune analyse systématique. Les questions, c'est-à-dire à chaque postulant, on peut poser différentes questions. OK? Les questions ne sont pas généralement liées à l'emploi. Les réponses ne sont pas évaluées de manière méthodique. Le jury ne fait aucune préparation formelle. Donc, on tombe dans l'entrevue comme ça, de manière très vague. C'est pour cela que l'on dit que l'entrevue non structurée n'est pas recommandée pour quel que soit le poste. Parce que là, on ne va pas pouvoir bien évaluer les postulants, effectivement. Donc, maintenant, la question que l'on se pose, quels sont les intérêts qui peuvent porter les recruteurs à opter pour une entrevue structurée? Ça, c'est la grande question. Pourquoi l'on veut, au lieu d'une entrevue structurée, qui est plus facile d'ailleurs, pourquoi on doit choisir, pourquoi l'employeur, le recruteur choisit de l'entrevue structurée dans le cadre d'une dotation? C'est parce que, premièrement, l'entrevue structurée est liée à l'emploi. L'accent est mis sur la mesure dans laquelle les postulants montrent qu'elles détiennent les qualifications nécessaires pour le poste. OK? C'est-à-dire, c'est de cette moyen-là que l'on peut voir que les postulants démontrent les qualifications essentielles du poste. Ainsi que c'est de cette moyen-là que l'on peut déterminer si le postulant serait en mesure de s'acquitter avec succès des fonctions du poste. Et les questions sont basées sur une compréhension et une définition approfondie, OK? Une définition approfondie, OK? Des exigences du poste, OK? Et les questions sont tous standardisées, OK? C'est très standardisé. Donc, les questions sont standardisées. Elles sont posées à l'ensemble des postulants, OK? Cette uniformité permet de s'assurer que tous soient traités équitablement et de recueillir auprès de tous les postulants des renseignements comparables. C'est-à-dire,
c'est beaucoup plus pertinent de choisir l'entrevue structurée si l'on veut mesurer effectivement la qualification et la compétence de chaque postulant pour le poste que l'on fait des recrutements pour. C'est très important. Donc, c'est pour cela que l'on veut que l'on choisit l'entrevue structurée. De plus, les réponses sont méthodiques, évaluées en fonction des critères établis. Et puis en plus, elles sont centrées sur le comportement. Elles sont donc plus objectives. C'est-à-dire, les questions ne sont pas posées comme ci, comme ça. Les questions ne donnent pas la chance aux recruteurs. Donc, l'entrevue structurée, c'est dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt du postulant aussi. Parce que c'est pas le champ où le recruteur va devoir laisser passer ses sentiments. C'est pourquoi on dit que les questions sont objectives. C'est pas des questions subjectives où le sentiment des recruteurs ou bien des membres du jury peuvent passer. Donc, dans le cadre de l'entrevue structurée, c'est l'intérêt du poste qu'on met en avant. C'est très important. J'estime que je vais être un peu long ce soir, mais c'est très important parce que je ne veux pas revenir plusieurs fois sur l'entrevue structurée. Je veux au moins avancer un petit peu pour que je puisse finir finalement et éventuellement à la prochaine vidéo. Donc, quand on parle d'entrevue structurée, donc, elles sont valides et fidèles. Elles sont valides et fidèles parce que vous avez vu qu'elles permettent de mesurer l'accessibilité, l'environnement de travail, le mérite, tant de choses. Donc, elles sont fidèles. OK? Elles sont fidèles, elles sont défendables sur le plan légal. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que quand on fait l'entrevue structurée, s'il y a des litiges, le jury sera en mesure de se défendre facilement parce que les mêmes questions ont été posées à l'ensemble des postulants. On parle aussi de l'exactitude de l'entrevue structurée. OK? On parle aussi de l'uniformité de l'entrevue structurée. On parle aussi de rigueur de l'entrevue structurée. Donc, ça veut dire que quand on est dans l'entrevue structurée, il y a l'ensemble de règles et de principes qui sont respectés. OK? Là où je suis, c'est-à-dire au Canada, à la suite d'une entrevue, un postulant a le droit de porter plainte s'il aurait jugé que la stratégie de choix a été discriminante. OK? C'est seulement l'entrevue structurée qui peut donner suffisamment de matière à l'employeur ou au recruteur de se défendre. Donc, c'est la force, c'est-à-dire elle est défendable. Mais c'est seulement en entrevue structurée qu'on peut faire ça. Parce que je vous ai dit tantôt que dans l'entrevue structurée, on enregistre l'entrevue, c'est-à-dire il y a des audios, et on fait des enregistrements audio et vidéo de l'entrevue. Donc, c'est très, très important. Très important. Donc, maintenant, il nous reste à savoir comment peut-on concevoir une entrevue structurée. Qui va me dire comment peut-on concevoir une entrevue structurée? Donc, je demande à mes super fans de faire un petit peu de recherche et dans la prochaine vidéo, de me dire comment l'on peut faire pour concevoir une entrevue structurée. Donc, j'aimerais que dans vos commentaires, vous laissez pour moi quelques petits mots pour me dire quelles sont les stratégies à utiliser pour concevoir une entrevue structurée. Donc, je vous remercie encore d'être mes fans, de me supporter, de m'encadrer, de rester à mes côtés. Je vous assure que ici, sur cette chaîne, vous allez apprendre tellement de choses, après quoi vous serez en mesure
de monter votre propre entreprise et pour me donner de l'énergie pour continuer à vous préparer pour votre entrevue, à vous préparer d'être un star dans votre domaine, à vous doter, à vous former de manière à détenir la compétence pertinente et être de haute potentialité. Il faut continuer à vous abonner, à partager mes vidéos, à aimer mes vidéos, à liker mes vidéos. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus parce que je suis en train de travailler dur pour vous apporter du bon contenu. Et je vous ai dit tantôt, si vous suivez cette information du commencement jusqu'à la fin, si vous restez sur cette chaîne, vous allez être formé pour être un généraliste en gestion des ressources humaines et un agent de recrutement. Vous n'aurez pas aimé? Donc, si vous êtes déjà dans le domaine de l'administration, si vous êtes avocat, donc vous pouvez travailler dans la gestion des ressources humaines. Voilà. Donc, restez là. Restez sur ma chaîne. Commentez, partagez, aimez, likez. Donne-moi le petit pouce bleu, mes amis, mes amours. Ne ratez pas de me donner le petit pouce bleu, de partager mes vidéos sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, partout, sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et comme ça, je vais avoir une visibilité ensemble avec vous. Conjointement, on va être visible. N'est-ce pas? Merci.